Le point central, Alexia, c'est Kherson, où on voit des revers de l'armée russe. Oui, à Kherson, il y a déjà au moins 70 civils qui ont été déplacés en dehors de la ville. Et sur le front sud, près de Kherson, les affrontements se poursuivent. La reconquête de la ville du sud, seule capitale régionale prise par Moscou depuis le début de la guerre, est un objectif prioritaire pour Kiev. La stratégie d'encerclement par l'armée ukrainienne se heurte toutefois aux mesures défensives de l'armée russe. Mais vous l'avez dit, certaines unités de l'armée de Poutine commencent à paniquer et on découvre cette vidéo du jour. Allez, on est en train de se faire bombarder. On s'en va d'ici, vite. Tout le monde dans le BTR. Vite, Ivanitch. Je comprends rien à ce qui se passe. Allez, allez, les gars. Dans le tank, tous, vite. Allez, allez, allez. Je peux plus t'entendre. J'ai une commotion, j'arrive plus à t'entendre. Tiens ton sac à dos. Vite, Kostior, allez, vite. Et l'aéroport Darius, on le voit sur ces images satellites, a également été entièrement vidé. Alexia, merci. La séquence est même très frappante. Là, quand on disait retraite stratégique, c'est pas une retraite stratégique, c'est une retraite dans l'affolement. Non, comme toujours, enfin, c'est le vocabulaire russe. Il n'y a jamais de défaite russe, il n'y a jamais de repli clair. C'est tout le temps stratégique. C'est un repli négatif. Voilà, c'est pas un vrai repli, c'est un repli négatif. Bon, on est toujours dans la même rhétorique du côté de la Russie. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ce dont vous avez parlé, c'est les civils justement qui quittent le territoire, parce que ce ne sont pas des civils qui quittent le territoire de leur propre gré. Pour la plupart d'entre eux, les médias, que ce soit en France ou les médias étrangers, appellent ça une évacuation. Mais c'est un terme clairement russe. C'est l'interprétation russe de ce qui se passe. C'est ce que annonce la Russie. Vous dites déportation. Déportation. Est-ce que l'on sait où ils sont déportés, évacués selon le mot ? Ça dépend. Je pense que pour certains, c'est à peu près le même scénario que pour les personnes de Mariupol, par exemple, dans des villes un peu partout en Russie. Rostov notamment. Mais bon, pour l'instant, les quantités de personnes qui sont déportées sont un peu importantes. Vous avez parlé de 70 personnes, mais il 70 000. 70 000, pardon, excusez-moi. 70 000, non, dans ce cas-là, c'est effectivement énorme. Et c'est inquiétant parce que c'est une politique, une fois de plus, qui vise à créer une haine encore plus importante au sein de cette population-là qui clairement est pro-ukrainienne. Kherson est une ville qui est réellement attachée à l'Ukraine, qui l'a prouvé avec les manifestations au mois de mars et même à la fin du mois de février. Donc clairement, c'est une politique d'intégration, soi-disant russe, mais qui en réalité cherche à retirer tout de l'identité ukrainienne. Laurence ? Non, il y a une information, moi, qui m'a paru très surprenante, et je voulais vous la donner, Cyril et Darius et Alexia. C'est sur ce que font les Russes pour faire vider Kherson. Les monuments aux héros russes sont déplacés. Les restes de Grégory Potemkin ont été, qui est le général russe qui a fondé Kherson au XVIIIe siècle, ont été aussi enlevés. Et donc, bon, ils vident, ils déportent, mais ils font quand même très attention à ce que ce ne soit pas dans un sentiment de panique. Ils enlèvent tout ce qui est considéré russe. Et dans un scénario catastrophe, on pourrait dire qu'ils sont en train complètement de vider cette ville. Et ce matin, il y avait un général qui était sur cette antenne qui disait qu'il faut quand même surveiller la manière dont Kherson se vide. Est-ce qu'on peut y voir plus clair si on prend le panorama plus large, Alexia ? Est-ce qu'on a des indications ? Oui, en fait, plusieurs milliers de kilomètres carrés et presque 1500 localités ont été libérées dans le sud et l'est de l'Ukraine. Et dopée par ces succès, eh bien, l'armée ukrainienne espère reprendre la ville de Kherson pour Noël. Précisons qu'avant la guerre, il y avait encore 280 000 habitants qui vivaient à Kherson. Certains d'entre eux sont encore dans la région et attendent leur libération par l'armée ukrainienne. On les écoute. Nous reviendrons certainement, mais il faut que plus de temps s'écoule pour que les forces armées ukrainiennes puissent repousser les Russes de l'autre côté du Dnipro, pour qu'ils ne puissent plus nous atteindre avec l'artillerie. Vous savez, pour l'instant, ils peuvent encore nous atteindre. C'est effrayant, mais on s'y est habitué. Nous avons de l'eau et de la lumière. Dieu merci pour l'instant, pas d'essence, mais assez de nourriture. Les bombardements ont commencé, on pouvait les entendre. Mon père était là, ma mère était dans un entrepôt. Un des clients était assis ici.
Il a été écrasé par un frigo. Dieu merci, il est resté en vie, juste un peu égratigné. Sinon, pas de blessure grave. J'étais au 2e étage et j'ai tout vu. Quand l'hiver arrivera, je suppose qu'on pourra brûler les ordures, même les branches de vigne s'il faut. Mais la contre-offensive dans la région s'avère compliquée pour les Ukrainiens en raison des conditions météo et de la présence de nombreux canaux d'irrigation que l'armée russe utilise comme des tranchées. Si la ville est stratégique pour comprendre, c'est qu'elle est non seulement considérée comme un territoire russe par Moscou depuis l'annexion illégale, on le sait, du territoire, mais aussi parce que la ville, elle constitue une porte d'entrée vers la Crimée et sa chute laisserait Vladimir Poutine quasiment les mains vides. Alexia, merci général. C'est Bonaparte qui se moque des retraites savantes. Il dit les généraux qui partent la queue entre les jambes, ils disent toujours attendez, c'est un plan très compliqué. Mais des retraites savantes, il y en a eu. Regardez bien la retraite française de 1914 de Belgique. Elle a amené l'armée française en bon ordre jusqu'à la Marne. Et c'est comme ça qu'on a pu mener la contre-attaque après. Donc des retraites savantes, il y en a. Les Allemands étaient quand même des très grands spécialistes de la retraite savante, notamment sur le front russe à partir de 1943. Rappelons-nous que les Allemands ont mis 5 mois pour arriver à Moscou et que les Russes ont mis 3 ans et demi pour les raccompagner. Alors là, si c'est une retraite savante, le calcul des Russes, qu'est-ce que ça peut être si c'était le cas? Alors là, je ne dis pas que c'est une retraite savante, mais je ne dis pas que c'est une débâcle. Je pense que là, il faut quand même se méfier de dire qu'il y a la panique, que le front craque. Si le front craquait, ils seront déjà aux portes de Kherson. Et il y a aussi des axes de mobilité, c'est-à-dire les axes pour arriver à Kherson sont assez limités. Je crois qu'il n'y en a que 2 ou 3, c'est assez compliqué. Et puis c'est compliqué aussi par la saison. Et les Russes sont étalés dans la profondeur également, de ligne en ligne. Moi, ce que j'ai vu alors bien sûr, ça se termine mal. Il se fait soit taper par un obus ou bien il part dans le fossé, on ne sait pas très très bien. Mais moi, je ne vois pas forcément une panique là. C'est des gens qui rembarquent. Et avec des chefs militaires qui ont le souci de faire embarquer tous leurs soldats. Et il y a des renseignements. Attendez. Juste pour préciser, c'est intéressant parce que Kirill Bodanov, qui est le chef du renseignement militaire ukrainien, il a dit que justement, la stratégie des Ukrainiens, c'est un peu étouffer, de faire dégager l'armée russe de la rive droite, parce que Kherson, pour la plupart, se trouve sur la rive droite. Et la rive gauche, si vous voulez, c'est un peu plus minoritaire. Mais le plus important, c'est qu'il y a autour de 40 000 militaires russes qui se stationnent autour de Kherson et à Kherson même. Et selon les renseignements militaires à l'intérieur de l'Ukrainien, on sait que c'est les meilleures unités qui se retirent maintenant. C'est les meilleures unités qui se retirent, les meilleures unités russes. Et il y a effectivement les personnes qui sont mobilisées ou les personnes un peu simples qui couvrent le derrière, c'est-à-dire cette retraite. Effectivement, il faut aussi dire que l'administration d'occupants, ils ont ordonné à toute personne de fermer le business, leurs affaires, jusqu'à 1er novembre. Alors effectivement, il y a toute une mise en place qui est mise. Mais s'il y a tous ces retraits de troupes, est-ce que vous pensez que la bataille de Kherson aura lieu parce qu'on en parle? Personne n'en sait. Moi, je pense que... Mais personne ne le sait, ça. Là, moi, je pense qu'il est vraiment trop tôt pour le dire, parce que je pense que, comme on l'a déjà exprimé sur ce plateau, me semble-t-il, Kherson est aussi a une connotation politique, idéologique qui est très très forte, et je pense que la décision est dans les mains de Vladimir Poutine. Et ça n'est pas une décision militaire. Et il peut prendre la mauvaise décision. Moi, je ne la défendrais pas. Moi, aujourd'hui, je ne défendrais pas. On va voir s'il écoute les conseils du général Richoux, mais en attendant, les deux avis. Patrick Martin-Genier. Oui, moi, je vais quand même... j'aimerais poser une question aujourd'hui. Parce que quand on essaye de raisonner un peu mathématiquement, on sait que cette ville, avant la guerre, comptait environ 280 000 habitants. On nous dit qu'elle a été complètement vidée. Par ailleurs, on nous dit qu'il y a eu 70 000 personnes qui sont parties, dont effectivement des déportations. On pense que c'est de la population pro-russe. Donc, si vous faites un petit calcul, il reste quand même beaucoup de personnes dans cette ville. Parce qu'on ne nous a jamais dit qu'elle avait été totalement évacuée. Alors, il y a des gens qui ne partent pas, qui ne sont pas pro-russes, parce que beaucoup sont partis. Il y a des gens qui ne peuvent pas partir, parce qu'ils ne veulent pas partir. Donc, ça veut dire que quand même, il y a beaucoup d'habitants qui sont restés dans cette ville. Ce qui me fait dire, encore une fois, que la bataille, si elle doit avoir lieu, va être terrible, elle va être sanglante, parce qu'il y a encore des gens qui sont là. Ça pourrait être une bataille du style de Mariupol, où il pourrait y avoir la tentation d'utiliser des armes non conventionnelles pour essayer d'éliminer la résistance. Ouais, je rejoins un peu ce que dit Patrick. Ça peut être une bataille terrible. Et selon les renseignements américains, il y a des Russes qui ont enlevé leur tenue de soldats pour se dissimuler dans la population et pour aller habiter dans des zones civiles. Donc, il faut faire attention à ce qui va se passer dans les prochaines heures sur Kherson. Juste pour dire, moi j'ai parlé avec... quelqu'un qui est dans l'armée ukrainienne et il a dit qu'en fait ce qui se passe en ce moment, parce que lui il est aussi
aussi dans le sud, c'est que l'armée russe et les Russes, ils essayent d'imposer la vision justement, leur vision de champ de bataille. Ils veulent faire de Kherson un autre Stalingrad, avec énormément de pertes civiles. Est-ce que les Ukrainiens veulent faire à tout prix, c'est de ne pas laisser se passer un autre Stalingrad ou un autre Mariupol, parce qu'il y a énormément de civils. Pardon, et les précisez bien, soldats, je vous perds un temps, parce que quand vous dites Stalingrad, c'est une grande résonance historique, c'est quoi dans leur esprit exactement? c'est une bataille vraiment très sanglante, avec beaucoup de pertes civiles, avec beaucoup de destruction d'infrastructures, avec l'étouffement, avec le blocage de la ville de tous les côtés. C'est comme Mariupol dans le sens, parce que bon, ça résonne aussi, mais c'est ce que justement les Ukrainiens essayent d'éviter à tout prix pour faire en sorte qu'il n'y a pas ce scénario russe qui est joué. Et bon, j'espère que ça va être possible. Oui, si les Russes décidaient de défendre Kherson, c'est évidemment pour faire du combat urbain et donc user fortement l'adversaire, donc limer les dents de l'armée ukrainienne. Ça, c'est très net. Alors le front-il, on ne le sait pas, mais on sait que le combat urbain, c'est le plus consommateur de troupes et de matériel de tous les combats. C'est un combat extrêmement difficile. Il faut réussir à avoir une supériorité numérique qui est de 3 à 5 contre 1. Minimum. Il faut vraiment avoir une très grosse supériorité. Il faut avoir également des réserves derrière, sinon on va nulle part. Et précisément, on va entendre dans un instant, faut-il avoir des réserves, faut-il avoir des hommes aguerris, des témoignages absolument sidérants de certains soldats russes qui disent à quel point ils sont démunis et à quel point ils subissent le feu, notamment un qui est dans une unité où il dit qu'ils ne sont plus que 2 sur 100